Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, technique mathématique pour l'économie, enfin bref, donc des mathématiques, mais surtout je m'adresse avant tout aux étudiants en économie. Donc comme d'habitude, vous avez les exercices que l'on va corriger ensemble en dessous de la vidéo en description, vous cliquez sur le lien. Donc c'est une demande d'un abonné, Zohir, donc qui m'a envoyé donc un sujet d'examen que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'on va revoir vraiment pas mal de notions. On va revoir donc l'optimisation de fonctions à deux variables, les points critiques, la matrice hessienne. On va revoir je crois qu'il me semble, il y a une intégration par partie. Enfin bref, voilà, on va découvrir tout ça, regarder les exercices, vous allez voir. On va réviser pas mal de choses. Mettez sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même. Ok. Alors, je précise quand même au niveau des notations, chacun ses notations. Ok. Parce que je sais que peut-être certains, en regardant l'énoncé des exercices, vont dire ouais, mais moi je note pas ça comme ça. On s'en fiche. Vous notez comme vous voulez là. Par exemple, le premier exercice, là, le grand X, vous pouvez remplacer par XY. C'est une fonction à deux variables, c'est juste que grand X indique le vecteur XY. Vous voyez, donc voilà, ne soyez pas apeurés parfois par certaines notations. Parfois, elles sont bien plus faciles à comprendre qu'on ne croit. Allez, c'est parti. Bref. Donc, nous avons donc une fonction donc à deux variables. Puisque les fonctions à une variable, ça c'est du programme de lycée. Donc f de xy égale ln de x, y alpha. Attention, il n'y a que le y qui est à la puissance alpha. Bon. Et nous avons une contrainte. Donc déjà, on sent l'optimisation sous contrainte. Donc on sent déjà un petit peu le Lagrangien, non? Ouais, un petit peu. Et donc on a une contrainte que je vais noter comme ça. C'est donc deux points. X plus y est égal à 1 plus alpha. Que je vais m'empresser immédiatement de réécrire x plus y moins 1 moins alpha égale 0. C'est-à-dire que j'ai tout fait passer d'un côté, j'ai fait passer le 1 plus alpha à gauche. Vous allez voir pourquoi. Et donc la première question vous demande d'écrire tout simplement le Lagrangien. Je pense que ça devrait être assez facile, même pour vous. Donc le Lagrangien, ça s'écrit comment? On écrit la fonction. Hop. Plus lambda, qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Et on ouvre une parenthèse, et à l'intérieur de cette parenthèse, on écrit la contrainte. Mais vous voyez pourquoi j'ai tout fait passer à gauche? Parce que vous ne pouvez pas écrire une contrainte avec un signe égal. Le Lagrangien est déjà une fonction. Vous n'allez pas réécrire un signe égal. Ça n'a pas de sens, c'est complètement ridicule. Donc c'est pour ça que vous faites tout passer à gauche. Et là, on va tout simplement donc réécrire x plus y moins 1 moins alpha. Ouais. Bon, de toute façon, les trois questions là, de l'exercice 1, en fait, on aurait pu faire une seule question, quoi, limite. Mais bon, vous voyez. Enfin, deux questions quand même. Allez, quand même. On va pas abuser. Donc la deuxième question, on vous demande d'étudier, de déterminer les points critiques de cette fonction, de ce Lagrangien. C'est tout à fait logique. Donc je dis, on est sur un programme d'optimisation. Grand F aurait pu être une fonction d'utilité, à la limite. Vous voyez, un programme d'optimisation du consommateur. Voilà, on y va. Donc, maintenant vous êtes habitués. Trois dérivés. On dérive le Lagrangien par rapport à x égale 0. On dérive le Lagrangien par rapport à y égale 0. Et on dérive le Lagrangien par rapport à lambda égale 0. C'est un système d'équations. Vous pouvez mettre comme ça une accolade. Hop, c'est pas faux. Donc là, on recherche les points critiques. Vous êtes habitués. On annule le gradient. Enfin là, un petit peu plus parce que on a le multiplicateur de Lagrange qui vient s'ajouter. Mais en gros, voilà, on annule les dérivées premières. Alors, on dérive par rapport à x. Alors ça, je le répète plus, vous êtes habitués, non? Donc, vous savez que y est une constante. Tout ce qui n'est pas x est une constante. Je vais le répéter une bonne fois pour toutes. Les constantes additives et soustractives disparaissent. Ok? Pourquoi? Parce que la dérivée de plus 2 ou de moins 3, ça fait 0. Mais les constantes multiplicatives et divisibles restent toujours, que ce soit dans les dérivées ou dans les primitives. Vous avez la forme ln de u. Ai-je besoin de rappeler la dérivée de ln de u? Non, c'est u' sur u. Donc vous dérivez ce qui est à l'intérieur. Mais attention, je rappelle, c'est x qui est la variable. Donc la dérivée de x, ça fait 1. Et y alpha est une constante multiplicative. Donc y alpha reste u' sur u. Donc le ln disparaît, bien sûr. Et là, alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont développer. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort. Si vraiment vous avez peur de faire une erreur. Pourquoi? Parce que là, c'est bien beau de voir une vidéo de faire le malin. Non, mais c'est vrai. Mais, je parle pour moi, là. Mais même moi, quand j'étais étudiant,
je peux effectivement vous dire que le jour de l'examen, j'avais tellement peur de faire la moindre erreur de calcul, de l'oubli d'un signe, que plus je pouvais développer une expression et plus je le faisais. Alors qu'habituellement, je le faisais pas, je le faisais de tête directement. Et je pense qu'on fait tous la même chose, mais c'est normal, puisque un examen, on veut surtout pas se tromper. Donc n'hésitez pas. Mais là, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la bonne réponse. Si vous développez et que vous dérivez par rapport à x, en fait, il va rester uniquement lambda. Ok? Ça se voit, de toute façon. Par rapport à y, donc c'est toujours ln de u, donc c'est toujours u' sur u, mais attention, donc ici, x est la constante. Donc déjà, c'est une constante multiplicative, donc elle reste. Quelle est la dérivée de y alpha? Bah, c'est alpha y alpha moins 1 sur u. Okay, et là, c'est pareil, il restera lambda. Et si vous dérivez par rapport à lambda, cette fois-ci, c'est x et y qui sont considérés comme des constantes. Donc bah, déjà, tout ça, là, ça disparaît. Puisque x et y est une constante, donc ln d'une constante, ça fait 0, surtout que c'est une constante additive. Tout ça, c'est une constante. Vous dérivez par rapport à lambda, donc en fait, il va rester que la constante. Et je l'ai déjà dit dans, certainement, je pense, allez, 5-6 vidéos, que de toute façon, la dérivée par rapport à lambda, vous devez toujours retrouver la contrainte. Vous retrouvez la contrainte égale 0. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de question à vous poser. Quand vous arrivez là, à la troisième dérivée, vous prenez la contrainte et vous l'égalisez à 0. Alors, on va simplifier tout ça, puisqu'il y a pas mal de choses qui se simplifient. Donc, on va mettre des équivalences. Ça, vous la laissez, vous la gardez. Appelez-la l'équation numéro 3, on s'en servira après. Alors, qu'est-ce qui se simplifie, les amis? Bah, ici, c'est les y lambda. Donc, du coup, il va rester 1 sur x plus lambda égale 0. Ici, bah, les x disparaissent. Le alpha bah, va rester, parce qu'on ne voit pas pourquoi il ne resterait pas. Alors, y alpha moins 1 sur y alpha, vous devez connaître les propriétés des puissances. Si je fais... Bon, allez. Bon, Zoïr, je lui ai envoyé en détail le calcul, mais je vais quand même vous donner aussi un peu le détail. Ce que vous pouvez faire, c'est que la puissance ici, au dénominateur, vous pouvez la faire remonter au numérateur. À une seule condition, c'est de changer son signe. Autrement dit, au lieu d'avoir y alpha en bas, on aura un seul y, on aura le alpha moins 1, et la puissance alpha ici deviendra moins alpha. Alpha moins alpha, ça disparaît, ça fait y puissance moins 1, ce qui équivaut à 1 sur y. Autrement dit, on aura alpha fois 1 sur y, et donc alpha sur y, plus lambda égale 0. Ok? Attendez, je vais juste régler le problème du qui refait là. Voilà. Normalement, c'est mieux. Ouais. Ok. Bon, donc j'efface ça. Hop. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, ici, vous avez plusieurs solutions. Hein. Donc, je rappelle, on doit trouver donc, les points critiques. Donc, en fait, on doit résoudre ce système. Bon, écoutez, le mieux, je pense, regardez. On va appeler ça la première équation et ça la deuxième. Prenez la première. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que lambda est égal à moins 1 sur x. Ouais. Bah, je vais remplacer dans la deuxième. Donc, j'aurai alpha sur y. Donc, le lambda qui est là, je le remplace par moins 1 sur x, égale 0. Et je vais exprimer y en fonction de x. Y. D'habitude, vous avez vu dans mes autres vidéos, ce que je fais, c'est que je divise les deux premières équations. C'est pareil. C'est pareil. C'est comme vous voulez, c'est comme votre enseignant vous a appris, et c'est comme aussi vous, en fonction de vos habitudes, voilà, selon vos préférences. Donc écoutez, on va dire que alpha sur y est égal à 1 sur x. Équivalence. Et là, je vais croiser. Hein. Ça, c'est une technique qu'on connaît tous. Hein. Vous pouvez dire que ça fait alpha x égale y fois 1. Voilà, égale y. Vous prenez la troisième et vous remplacez y dans la troisième. Bon, attention, il y a des flèches qui vont un peu partout là. Et on va y arriver. Donc dans la troisième, hein, je continue ici. On aura x plus y. Donc du coup, le y va devenir alpha x. Moins 1 moins alpha égale 0. Du coup, j'ai une équation à une inconnue. Je dois trouver x. Donc là, je vais factoriser par x.
on aura x facteur de 1 plus alpha égale 1 plus alpha. Pourquoi? Bah, le moins 1 moins alpha, je l'ai passé à droite. Et donc, x, oh là, alpha, ça ne m'intéresse pas. X égale quoi? Bah, égale 1 plus alpha divisé par 1 plus alpha. 1 plus alpha divisé par 1 plus alpha, oui, ça fait 1. Voilà la première coordonnée. Du coup, bah, y égale alpha x, donc alpha fois 1, ça fait alpha. Ok? Et on vous demande, d'ailleurs, c'est pas vous pouvez, on vous demande de déterminer la valeur du lambda aussi. Bah, c'est pas grave, le lambda égale moins 1 sur x, ça fait moins 1 sur 1. Donc lambda égale moins 1. Bon, moi j'ai un tableau, donc vous voyez que je peux au fur et à mesure, mais vous faites plusieurs lignes, hein, ne faites pas ce que j'ai fait comme ça, hein, ok? Et vous faites des jolies phrases aussi. C'est toujours agréable pour un enseignant de voir que l'étudiant a pris l'initiative et a fait l'effort d'écrire de jolies, enfin quand je dis de jolies phrases, vous me comprenez quoi, écrire des phrases déjà, c'est voilà. Pas, voilà, bon, là c'est parce que je suis sur un tableau et qu'on est en vidéo, hein. Voilà, donc bah écoutez, voilà, on a réglé le problème donc, du point critique, hein, et la valeur du multiplicateur de Lagrange. Ok, bon. Alors on vous demande d'établir les dérivées secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder les dérivées premières. Ok, donc les deux premières là. Pourquoi? Parce qu'en fait la dernière, elle ne m'intéresse pas, hein. La dérivée par rapport à lambda, vous pouvez pour la question suivante, vous pouvez la retirer. Et ensuite, on va écrire une jolie matrice hessienne et on va calculer le déterminant, attention, d'une matrice de dimension 3. Une matrice carrée, hein, bien sûr. Alors, on va donc d'établir les dérivées secondes et de conclure. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la dérivée seconde par rapport à x. Ok. Alors, bon, on va les faire au fur et à mesure. Parce que j'allais écrire tout, mais après, si je n'ai pas la place, je vais râler. Donc, vous prenez la dérivée première qui est ici. Ah, bien sûr, prenez la version simplifiée, hein, ne prenez pas celle-là. Ok, prenez la version simplifiée. Et vous redérivez par rapport à x. Lambda, c'est une constante additive, donc ça fait 0. Et la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Ok. Ensuite, on va dériver donc une seconde fois le Lagrangien par rapport à y. Attention aux notations, hein, c'est important, hein, s'il vous plaît. Mettez le carré là avant la fonction, mais vous mettez le carré après la variable. C'est comme ça qu'on note. Ici, bah écoutez, le lambda va disparaître, hein, c'est une constante. Donc vous redérivez donc une deuxième fois la dérivée par rapport à y. Donc vous allez avoir alpha, donc juste petite précision, hein, après j'efface, hein, parce que j'aurai pas la place sinon. Donc ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est alpha multiplié par 1 sur y? C'est la même chose. Alpha est une constante multiplicative, donc elle reste. Et la dérivée de 1 sur y, ça fait moins 1 sur y carré. Ok? Voilà. Là, je voulais juste décomposer pour ceux qui ont vraiment envie du mal. Hein. Mais normalement, bon, on est d'accord. Hein. Ensuite, j'ai besoin de quelle dérivée seconde? Bah, j'ai besoin de la dérivée seconde croisée, hein, comme je la qualifie. C'est-à-dire que vous prenez la dérivée première de x et vous la dérivez par rapport à y. J'ai pas de y. Bah, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Ok. L'autre est la... Enfin, l'autre. La dérivée de y ensuite par rapport à x, ça fait aussi 0. Hein. Elles sont toujours égales, hein, les dérivées secondes croisées. Alors j'ai besoin de quoi? Attendez, parce que c'est pas fini. Et ben vous allez devoir reprendre ensuite donc, les dérivées. Eh oui, parce que j'ai mon lambda. Dans un Lagrangien, pardon, lambda est important. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir prendre votre dérivée de x et la dériver par rapport à lambda. Donc x est une constante, c'est lambda la variable. Donc 1 sur x ça fait 0 et la dérivée de lambda ça fait 1. Et vous allez faire pareil avec y, tout simplement. Et ça fait 1 aussi. Voilà, toutes les dérivées secondes dont on a besoin pour conclure, puisque la question c'est conclure. Alors ça ne veut pas dire grand chose conclure, c'est pas très sympa. Il aurait pu quand même demander, voilà, établissez la matrice hessienne, vous voyez, ajoutez quand même quelques petites sous-questions pour orienter l'étudiant. Mais enfin, en tout cas, j'aime beaucoup les examens de cet enseignant.
Alors, vous allez dire, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Bah, ce que je fais, c'est que j'efface pour écrire la matrice hessienne. Alors, on ne nous le demande pas, mais c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Pourquoi on vous dit d'établir les dérivées secondes? C'est pas pour faire joli. Si on vous demande d'établir les dérivées secondes, c'est pour établir la matrice hessienne. Pourquoi la matrice hessienne, monsieur? Parce que c'est avec la matrice hessienne qu'on va pouvoir dire si c'est un maximum, un minimum, un point sel, etc. Ok? Donc on a toujours besoin pour déterminer la nature du point critique. Parce qu'une fois qu'on a le point critique, on ne sait pas si c'est un maximum ou un minimum. C'est la matrice hessienne qui va nous le dire. Et on a besoin des dérivées secondes. Alors, je sais que ton prof veut lire la note H, donc je vais la noter H aussi cette fois-ci. Alors attention, c'est une matrice 3-3. Donc 3 lignes, 3 colonnes. Alors attention, suivez bien. C'est pas compliqué, hein. Si vous suivez, vous allez voir. Hein. Donc vous mettez en premier, bah, la première, là, par rapport à x carré. On va dire ça comme ça. Ouais. Vous prenez la première diagonale, ici. Vous arrêtez ici, vous mettez la deuxième. Donc moins alpha sur y carré. Ok. Vous prenez la deuxième diagonale, la petite là, à côté là, et vous mettez la dérivée croisée. Et vous la recopiez aussi sur l'autre diagonale. Sur la dernière colonne, vous écrivez dans l'ordre la dérivée seconde par rapport, donc la dérivée seconde de x par rapport à lambda, donc 1, et en dessous, vous écrivez celle par rapport à y. Et ça, vous allez créer une symétrie, et vous allez la recopier ici. Ok? Et là, vous mettez 0. Voilà votre matrice hessienne. Mais moi, je connais les valeurs de x et de y. C'est le point critique. C'était quoi les valeurs de x et de y? On avait trouvé, si je dis pas de bêtises, x égale 1 et y égale alpha. Et bon, on va remplacer. Bah oui, parce qu'on va écrire la matrice hessienne du point critique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature du point critique. Je m'en fous du déterminant de la matrice globale. Donc, moins 1 sur 1, ça fait moins 1, 0, 1, 0. Alors, moins alpha sur alpha carré. Moins alpha sur alpha carré, ça fait moins 1 sur alpha. Hop là. Ok? Hein, donc, moins alpha sur alpha carré, ça se simplifie, mais il reste quand même un alpha au dénominateur. Alors, je dois calculer le déterminant de ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ici j'ai... Qu'est-ce que j'ai attendu donc, y c'est bien... Y c'est alpha. Bah oui. Ouais, okay. Alors, le déterminant d'une matrice 3-3. C'est pas très compliqué, sincèrement. Alors, je vous conseille quand même... je vais faire bientôt une vidéo sur les déterminants. Bon, c'est vrai que celle-ci sort un petit peu avant. Le déterminant d'une matrice 3-3. Normalement, donc, oui, c'est dans cette vidéo que je vais tout expliquer. Donc là, je vous conseille de savoir quand même un peu plus ou moins comment on détermine le déterminant d'une matrice carré d'ordre 3. Bon, en gros, on va sélectionner la première ligne, hein, ici. Normalement, on sélectionne la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0. Mais si vous regardez, en fait, chaque ligne et chaque colonne contient qu'un seul 0. Enfin, sauf, oui, si, toutes. Ouais, si, toutes. Ok. Donc, prenons la première colonne. Voilà. Et donc, regardez, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire le premier coefficient. Donc, ce sera moins 1 multiplié par le déterminant. Et dans votre tête, vous enlevez la première colonne et vous enlevez la première ligne. Ok? Vous coupez. Tac, tac, avec un angle de 90 degrés. Donc, il vous reste... Je le fais pour la première. Hein. Je le ferai pas comme ça. Voilà. En fait, il vous reste ça si vous supprimez la première colonne et la première ligne. Eh bien, donc le déterminant, donc ce sera moins 1, le premier coefficient, multiplié par le déterminant de moins 1 sur alpha. On vous dit que alpha est positif, hein, évidemment. Hop. OK. Donc, vous vous souvenez, hein, j'ai choisi la première colonne. On a un 0. Donc, vous passez. Parce que de toute façon, ça fera 0. Donc, vous occupez pas. Vous prenez le dernier coefficient. Donc, ça fera plus 1. Alors, il y a normalement, oui, je sais qu'il y a, pour déterminer ce qu'on appelle les cofacteurs, il y a les règles des signes. Mais là, c'est positif. Hein. Bon. Mais je vous dis, maîtrisez quand même un minimum de cours. Là, j'explique brièvement. Hein. Et là, donc, avec votre dernier coefficient, vous allez couper toujours la première colonne, mais vous allez couper la première ligne. Donc, la dernière ligne, pardon. Donc, vous coupez la première colonne et vous coupez la dernière ligne. Et donc, il vous reste 0, 1, moins 1 sur alpha, 1. Voilà. Et ben voilà.
En calculant ça, vous aurez trouvé le déterminant de la matrice d'ordre 3. Vous allez me dire, bah oui, mais est-ce que ça simplifie? Bah oui, parce que ça, c'est une matrice d'ordre 2. Et le déterminant d'une matrice d'ordre 2, il n'y a rien de plus simple. Vous multipliez la première diagonale, là, les deux réels, ça fait 0 ici, moins, et vous multipliez la seconde, donc ça fait moins 1. Okay, donc vous multipliez là, ça fait 0, moins 1. Plus 1, multiplié par 0 fois 1, bah oui, ça fait 0, moins 1 fois moins 1 sur alpha. Donc 1 fois moins 1 sur alpha, ça fait moins 1 sur alpha, mais il y a un moins devant. Donc il va rester 1 sur alpha. Ok? Moins 1 fois moins 1, bah, ça fait 1. Et donc ça fait 1 plus 1 sur alpha. Alpha est positif, donc votre déterminant est positif. Donc ça c'est cool. Pourquoi? Parce que quand le déterminant d'une matrice hessienne est positif, ça veut dire que soit c'est un maximum, soit c'est un minimum. Qu'est-ce qu'il nous faut pour conclure? Il nous faut le signe du premier coefficient, c'est-à-dire la dérivée seconde par rapport à x. Or, donc la dérivée seconde du Lagrangien par rapport à x est négative. Conclusion, notre point critique est bien un maximum. Si ça avait été positif, ça aurait été un minimum. Voilà. Bon, heureusement qu'on nous précise que alpha, bien sûr, est positif. Vous allez me dire, bah pourquoi? Déjà, parce qu'un alpha négatif, ça n'aurait eu aucun sens. Parce que la fonction qu'on vous donne au départ, je vous dis, ça peut représenter une fonction d'utilité. Or, avec une fonction d'utilité avec une puissance négative, sincèrement, à part peut-être dans 1% des cas, vraiment dans voilà, ça n'existe pas. Mais bon, en mathématiques, ça peut exister, ça, en mathématiques pures. Ok? Bon, donc révisez bien pour ceux qui sont en plein dedans. Mais je vais faire de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui sortira très prochainement sur les déterminants des matrices carrées d'ordre 3. Donc tout ça, je vais vous expliquer, mais encore plus, vraiment, on prendra bien plus notre temps. Voilà, pour le premier exercice. Hein. Il est court, mais il est long quand même. Hein. Bien. Alors, deuxième exercice, donc là on va s'intéresser à ce qu'on appelle les fonctions réciproques. Alors, on vous donne une fonction donc phi, alors donc c'est phi de t, permettez-moi d'écrire f de t, c'est pas très grave, qui est définie sur 0 ln de 13. Bon, de toute façon, c'est pas mon f n'est pas très loin d'un phi, j'avoue. C'est la racine donc de exponentielle t plus 3 et on vous dit qu'on est sur 0 ln de 13. Bon, première question, on vous demande de calculer phi de 0 et phi de ln de 13. Alors, f de 0, donc exponentielle, ça fait racine de 4, ça fait 2. Et f de ln de 13, ça fait exponentielle de ln de 13, ça fait 13. 13 et 3, ça fait 16, ça fait racine de 16, ça fait 4. Bien. Question 2. La dérivée, f' ou phi' de t. On a la forme racine de u. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc vous dérivez, alors attention, hein, vous dérivez ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Alors exponentielle de t, bah, ça fait exponentielle de t. Plus 3, ça fait 0. Donc ça, c'est mon u', divisé par 2 racines, et je recopie en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'est l'une des formules de dérivée les plus faciles. Racine de u. Bon, vous constatez que c'est positif, ça. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'une exponentielle est toujours positive. 2, c'est positif. Une racine, c'est positif. Voilà. Donc, la dérivée est positive. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, si, en fait, là, je continue à répondre aux questions. Hein. Ok, donc, on vous demande de montrer est-ce que la fonction est réciproque, etc. Bah, si la dérivée de la fonction est positive, on peut donc en conclure que phi de t est strictement croissante. Ah oui, ça, on est OK. Bon, donc f de t est extrêmement croissante, et en plus, elle est continue.
Pourquoi? Bah parce que c'est une combinaison d'une fonction racine et d'une fonction exponentielle. Deux fonctions qui sont continues. Donc la fonction est strictement croissante, elle est continue. Ça veut donc dire que l'équation phi de t, autant pour moi, y égale phi de t plutôt. Donc l'équation y égale phi de t admet une unique solution à chaque fois. En gros, avant que je finisse, hein, je vous prends un exemple. Imaginez que votre fonction, elle est comme ça. Elle est strictement croissante. D'accord, j'aurais peut-être pas dû faire de point d'inflexion. On va prendre la partie positive qui est là seulement. Voilà. Elle est comme ça, votre fonction, là. C'est le trait noir. Vous êtes d'accord que si je prends n'importe quelle, ici, là, n'importe quelle ordonnée, il n'aura à chaque fois qu'une seule solution sur l'axe des abscisses. C'est ça que ça veut dire, la phrase que je suis en train d'écrire. L'équation y égale f de t admet une unique solution pour tout t appartenant à l'intervalle 0 ln de 13. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ça, vous l'avez vu au lycée. On appelle ça le théorème des valeurs intermédiaires. On appelle ça, notez-le si vous voulez, en plus, on appelle ça le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, il y a plusieurs façons de prouver qu'une fonction admet une fonction réciproque. Là, je suis en train de donner une manière. Mais je pense que comme l'enseignant a voulu qu'on détermine la dérivée, c'est que pour moi, il a voulu qu'on en déduise le sens de variation. Et donc, qu'on utilise ce fameux théorème des valeurs intermédiaires. Hein, mais sinon, on aurait pu utiliser une autre solution. Vous allez voir pourquoi tout ça. Hein. Donc, c'est important quand même, vous voyez, toutes les informations que j'écris, c'est important. Donc, l'équation y égale f de t, donc ça, c'est le graphique. Hein, en gros, chaque point de l'ordonnée admet une unique solution sur l'axe des abscisses. Ok, donc pour tout t appartenant à 0 ln de 13. Conclusion, parce que je ne vais rien oublier non plus. Donc, je vous dis, ça fait référence au théorème des valeurs intermédiaires. Conclusion, f de t est bijective. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que avant de déterminer la fonction réciproque d'une fonction, encore faut-il prouver que la fonction est bijective. Okay, donc f de t est bijective, donc oui, phi de t admet une fonction réciproque. Qu'on va bien sûr déterminer. Je pense que la preuve là est plus longue que de déterminer, vous allez voir, la fonction réciproque. Ok, voilà, mais c'est important, c'est vraiment cette idée de fonction bijective. On a aussi des termes comme surjective, injective, mais là, ça nous intéresse pas dans cet exercice en tout cas. Bien. Alors, comment on détermine une fonction réciproque? Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Alors oui, on vous demande l'intervalle. Alors, c'est pas très... Vous allez voir. Regardez. En fait, c'est pour ça que je laisse la première question. L'intervalle, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler I. Ouais. Donc, l'intervalle de la fonction réciproque, qu'on note souvent phi moins 1. Ok. Et bien, c'est tout simplement les deux images, ici, les deux images des bornes du domaine de définition de la fonction. Donc, en fait, l'intervalle de la fonction réciproque, c'est 2, 4. Okay, donc, ce sont les images des bornes du domaine de définition de la fonction. Alors, on va poser un y. Donc, au lieu de phi de t, je vais écrire y égale racine de l'exponentielle t plus 3. Et l'objectif, ce feutre, il est neuf, mais bon. Donc, l'objectif, ça va être tout simplement d'exprimer t comme une fonction de y. Ok, donc vous allez exprimer t en fonction de y. Donc, il y a des changements à faire. Déjà, c'est de se débarrasser de la racine en élevant au carré. Ok. Je vais passer le 3. Comment je me débarrasse de l'exponentielle? J'applique le logarithme népérien. Enfin, oui, si. Je peux laisser l'équivalence. Donc, j'applique le logarithme népérien. Donc, le e disparaît, le t tombe. Et donc, du coup, on aura t égale ln de y carré moins 3. Et bien voilà, vous avez votre fonction réciproque. On va juste la noter. Donc, comme je vous ai dit, je crois que l'enseignant donne une notation, mais c'est pas grave, moi je donne comme ça. Donc, phi moins 1 de y, puisque vous avez une fonction qui dépend de y, c'est ln de y carré moins 3. Voilà. Vous avez vu?
C'est beaucoup plus rapide que de prouver que la fonction est bijective. J'essaie de me faire tout petit. Non, mettez sur pause, bien sûr. Voilà. Alors, dernier exercice. Bon, facile, c'est 2 intégrales en gros. Première question, une qui est rapide, et deuxième, une intégration par partie. Alors, ah oui, enfin oui, on vous demande de calculer la valeur moyenne, mais en fait, pour calculer la valeur moyenne, voilà. Alors, est-ce que je vais noter la fonction déjà? Alors, on vous demande donc de calculer la valeur moyenne d'une fonction qu'on vous donne. Alors écoutez, c'est pas très compliqué. Il me semble que c'est même du programme de lycée, ça. Enfin, à l'époque, c'était du programme de lycée. La valeur moyenne que je note petit m. Donc c'est 1 divisé par donc b moins a. Alors, en fait, donc la fonction est définie sur 0,3. Ouais. Donc quand je dis b moins a, je veux dire qu'en fait 0 c'est mon a et 3 c'est mon b. Okay. Donc en fait, c'est la différence, c'est l'écart entre les bornes du domaine de définition, donc 3 moins 0, ça fait 3, multiplié donc par l'intégrale sur 0,3 de votre fonction c'est f de t ou f de x, c'est f de t, oui, donc f de t dt. Voilà. Voilà comment on calcule une valeur moyenne. Donc 1, toujours, divisé par l'écart, donc la différence entre les bornes du domaine, l'intégrale de la fonction. Autrement dit, c'est 1 tiers, intégrale sur 0,3 de 4 exponentielle t sur 1 plus exponentielle t dt. Alors, Zoïr, maintenant j'en rigole, tu te souviens que je t'avais envoyé par mail, je t'avais dit fais un changement de variable, etc. En fait, je lui avais proposé de... Écoutez bien, non, parce que je dis tout, parce qu'un enseignant, c'est pas comment dire, c'est pas qu'il peut se tromper, je me suis pas trompé, mais j'ai opté pour une, je sais pas pourquoi, pour une option qui est beaucoup plus longue, que, en fait, il y a un schéma beaucoup plus rapide. Donc au début, j'avais dit, bon, tu vois, je vais faire un changement de variable. Mais c'est long, un changement de variable. Bon, il faut changer de variable, donc bon, il y a des trucs à poser, il y a des calculs à faire. Et en fait, bon, Zoé m'a dit, bah non, en fait, monsieur, on n'a pas encore vu le changement de variable. Et j'ai regardé l'intégrale. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis bête. Évidemment, il y a beaucoup plus rapide que le changement de variable pour calculer les intégrales. Voilà, donc je voulais vous partager l'anecdote parce que je trouvais ça marrant. Pourquoi il y a beaucoup plus simple? Alors, bien sûr, il faut le voir. Là, c'est vrai que je peux pas... C'est vrai que, quelque part, pour ceux qui ne le verraient pas et qui seraient à l'aise avec le changement de variable, bah, vous voyez, après, c'est chacun sa sensibilité. Mais, bon, bref. Bon, ça me fait toujours rire. Alors, pourquoi? Bah, parce que, regardez. Si vous... Comment dire? Quand vous avez un quotient, là, on doit déterminer une intégrale. On a besoin de la primitive, enfin, d'une primitive dont la constante vaut 0. C'est pour ça que je dis la primitive. Quand je dis la primitive, ça veut dire que la constante vaut 0. On doit déterminer la primitive. Quand on a un quotient, on n'a pas énormément de formules. Hein. Déjà, oubliez le u sur v. Hein. N'essayez pas de déterminer la primitive de u'v moins uv' sur v carré. À moins que ce soit clairement écrit en détail, où on peut repérer le u', le v, etc. Bref. Donc, quand on a un quotient, on n'a pas beaucoup de propriétés. Hein. Et la première chose à laquelle vous devez penser, et à laquelle je n'ai pas pensé lorsque j'ai fait mon changement de variable, c'est le logarithme népérien. Pourquoi? Parce que vous savez tous... Ah, c'est pas vrai. Bon, je vais écrire en vert. Il m'énerve ce feutre rouge, là. Pourquoi? Parce que vous savez que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. C'est-à-dire que la dérivée, c'est un quotient. Ça c'est une dérivée, puisque je cherche la primitive. Donc, comme on a un quotient, on doit tout de suite penser à ln. Parce que c'est l'une des grandes propriétés, des grandes formules de primitive, un quotient qui nous ramène à un logarithme népérien en primitive. Et là, donc, vous allez me dire, donc, monsieur, c'est-à-dire qu'on doit dire que u, c'est 1 plus exponentielle t. Ouais. Et donc, u', ça fait donc la dérivée de 1 plus exponentielle t, c'est exponentielle t. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais on n'a pas exponentielle t au numérateur. On a 4. Bah oui, mais ça, on s'en fout complètement. Le 4, vous le mettez devant. Hein. Ok. Le 4, vous pouvez même le sortir de l'intégrale. Hein. Une constante multiplicative ou divisible, dans une intégrale, vous pouvez la sortir. Autrement dit, cette intégrale, le calcul de la valeur moyenne, se résume à 4 fois 1 tiers, donc 4 tiers, intégrale sur 0,3 d'exponentielle t sur 1 plus exponentielle t. Hein. Et ça, c'est bon.
c'est bien un logarithme népérien pour la primitive. Autrement dit, on aura 4 tiers ln de 1 plus exponentielle t sur 0,3. Autrement dit, on aura 4 tiers. Écris bien, écris bien, écris bien. De ln de 1 plus exponentielle 3, moins, alors exponentielle de 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, donc ça fait ln de 2. Voilà. Et laissez ça comme ça, hein, vous ne pouvez rien faire d'autre avec ça. Allez, bon, ça va. Le pire, attendez, parce que je veux quand même... Non, mais autant aller jusqu'au bout. Allez, ça, c'était la version, je sais pas, avec le changement de variable. Donc, vous voyez, j'avais écrit, donc, posons le changement de variable. Donc, j'avais posé x égale exponentielle t. Le pire, c'est que à la fin, vous retrouvez bien le même résultat. Hein. Vous avez vu? Mais il faut faire tout ça. Lorsqu'on repère immédiatement le logarithme ici. Ouais, j'ai même pas pris la peine de corriger sur le papier, tellement que vous voyez que de tête, c'est facile. Ouais, après, bon, vous pouvez donner une valeur approchée, hein, si vous voulez. Parfois, c'est bien de donner les deux, la valeur exacte et la valeur approchée. C'est comme c'est une valeur moyenne. Bon, bref. Ça va, je bouge, excusez-moi, je bouge ma tête. Et je reviens pendant que vous recopiez, allez-y, 2 secondes. Bien. Alors, on vous demande de calculer quelques petites dérivées, là, vite fait, avant de calculer donc une autre dérivée, une autre intégrale, pardon. Je vais y arriver. Alors, on vous demande la dérivée de 1 sur t. Bon, vous allez voir hein, pourquoi il demande ça. Bah, c'est moins 1 sur t carré. Et la dérivée de ln de 3t, eh bien, donc c'est u' sur u, donc c'est 3 sur 3t. Autrement dit, ça fait 1 sur t. Ok. Vous êtes d'accord que si ça, c'est la dérivée, ça, c'est une primitive. On est d'accord, hein? Et donc, on demande donc de calculer i, qui est l'intégrale sur 1 tiers 1 demi. Bon, vérifier que 1 tiers est bien... Bon, je sais, vous allez me dire, ouais, bien sûr, on n'est pas non plus à des abrutis. Vérifiez bien que la borne inférieure est plus petite que la borne supérieure. C'est pas très grave. Parce que si elle était plus grande, ce qui est possible, mais comme on parle d'une intégrale d'une r est positive, donc on aurait dû faire une petite modification, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vous dis là, 1 tiers est bien plus petit qu'un demi, tout le monde le sait. Donc, voilà. Donc de ln de 3t sur t carré. dt, bien sûr. Bon, bah écoutez, ne cherchez pas à déterminer la primitive de ln de 3t, vous perdriez votre temps. Donc, ne pensez pas au changement de variable, il n'y a rien à changer ici. Donc, pensez bien sûr à l'autre solution, l'autre option, c'est l'intégration par partie. Permettez-moi d'écrire comme ça en abrégé. Je vous rappelle la formule, hein, l'intégrale de u'v, c'est u fois v moins l'intégrale de uv'. Alors, si je fais des u, des v, des v, des u, voilà, ok. J'ai fait plusieurs vidéos aussi là-dessus, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous rappelle que vous devez, donc c'est-à-dire qu'on a besoin ici d'identifier le u' et le v. Ok. Et ensuite, on aura besoin de u et de v'. Donc, choisissez parmi le ln de 3t et 1 sur t carré. Comment ça, monsieur? 1 sur t carré. Pourquoi pas t carré? Parce que ça fait ln de 3t multiplié par 1 sur t carré. Pas multiplié par t carré. Donc, parmi le u' et le v que vous devez choisir, soit c'est bien ln de 3t, soit c'est 1 sur t carré. Ok? Faites attention, hein. Ne dites pas, ah bah tiens, je prends que le dénominateur. Non, 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 non. C'est 1 sur t carré. C'est pas la même chose que t carré. Bon, vous prenez toujours le v qui se dérive le plus facilement. Pas, attention, quand je dis le plus facilement, c'est-à-dire celui qui va le moins nous gêner. Bah, excusez-moi, mais un logarithme népérien, c'est chiant. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'êtes pas censé connaître la primitive même de ln de x. Certains, apprenez-la par cœur, elle est mignonne, je crois, il me semble que c'est x ln de x moins x, là, la primitive de ln de x.
Mais bref, vous n'êtes pas censé connaître les primitives des logarithmes népériens. Donc bien sûr, vous choisissez le v, vous choisissez le logarithme népérien. Pourquoi? Bah, vous venez de calculer la dérivée, ça fait 1 sur t. 1 sur t, c'est quand même moins chiant que ln de 3t. Hein. Et c'est moins chiant que la primitive de 1 sur t carré. Donc le u', j'ai pas le choix, je dois mettre 1 sur t carré. Alors c'est quoi le u? Bah, regardez, moins 1 sur t carré, sa primitive, c'est 1 sur t. Donc 1, en fait, la différence entre les deux, c'est qu'il y a le signe moins ici, pas là. Bah, si la primitive, c'est 1 sur t, ici, sa primitive, ce sera moins 1 sur t. Ici, là, c'est une question de jeu avec, de toute façon, vous dérivez moins 1 sur t, vous retrouvez bien 1 sur t carré. Et donc, j'y vais, on y va plutôt, ensemble. Donc, u fois v, donc moins 1 sur t multiplié par ln de 3t, entre 1 tiers et 1 demi, moins l'intégrale sur 1 tiers, 1 demi, de u', de uv', autant pour moi, donc de moins 1 sur t fois 1 sur t. Bien sûr, dt. Et vous avez vu, ça, on va pouvoir déterminer la dérivée facilement. La primitive facilement. Vous voyez, vous comprenez ou pas? On ne peut pas déterminer la primitive de ça, de ln de 3t sur t carré. Intégration par partie. On choisit un v qui se dérive facilement, c'est-à-dire qui n'est pas gênant. Et 1 sur t, c'est pas gênant. Parce qu'on peut trouver la primitive facilement de ça. Alors, vous remplacez. Alors, remplacez-vous tranquillement. Permettez-moi de faire quelques petits sauts. Moins 1 sur 1 demi. Là, vous commencez par la borne supérieure. Moins 1 sur 1 demi, ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 2 ln de 3 demi. Moins 1, donc plus 1 sur 1 tiers, ça fait 3. ln de 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc ln de 1, ça fait 0. Ça disparaît. Donc là, je reprends à partir du moins qui est ici. Là. Donc moins. Alors, je dois trouver donc la primitive donc, de moins 1 sur t carré. Parce que moins 1 sur t fois 1 sur t, ça fait moins 1 sur t carré. Ah, bah, tiens, ça fait 1 sur t. Okay. Vous comprenez pourquoi il vous a fait déterminer ça juste avant? 1 tiers, donc 1 demi. Donc ça fait moins 2 ln de 3 demi. Moins. Alors 1 sur 1 demi, on a dit que ça faisait 2. Moins 1 sur 1 tiers, ça fait 3. Donc ça fait moins 1. Donc ça fait moins 2 ln de 3 demi. Plus 1. Parce que moins 1, ça fait plus 1. Voilà. Et là, je vous rassure que j'avais déjà fait l'intégration par partie lors de la correction papier. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Hein, c'est tout pour ce petit examen. Enfin, normalement, en fait, il y avait un 4e exercice. Mais bon, j'ai pas voulu le mettre en correction parce que c'était un petit exercice de microéconomie. Bon, je voulais rester dans la pure mathématique. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon courage. Je vous dis à bientôt.